des invités car je reçois 2 journalistes ce matin. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. C'est Lia Lebure et Johan Tillwin. Vous êtes tous les deux co-auteurs de cette enquête passionnante sur les mafias venues du Nigeria et qui sévissent sur place, mais aussi en Europe, et notamment, on va le voir à Marseille. Ce livre, il s'appelle, on le voit, Mafia Africa, les nouveaux gangsters du Nigeria à la conquête du monde. C'est chez Flammarion. Célia, vous étiez journaliste à l'AFP, vous l'êtes toujours d'ailleurs. Vous étiez correspondante sur place au Nigeria. Oui. Pardon, Johan Tillwin, vous êtes journaliste au journal Le Monde. Vous avez été au journal Le Monde. Et je suis désormais chez Africa Intelligence. Voilà, Africa Intelligence. Et cette enquête, donc, porte sur les cultes ou les cultes, je ne sais pas si on les prononce en anglais, à l'anglaise. Les cultes. Les cultes, c'est les réseaux mafieux très organisés, très puissants au Nigeria et qui, au fil des décennies, ont tissé leur toile en remontant vers l'Europe, en Libye, en Italie, en France. Ils vivent de prostitution, de trafic de drogue, de trafic d'êtres humains, beaucoup. Ils sont aussi mystiques. Qui sont ces groupes? Pour quelqu'un qui ne connaît pas, qu'est-ce que c'est que ces cultes? Les cultes, ce sont au départ des organisations, des confraternités étudiantes en fait, qui sont nées sur les campus nigérians dans les années 50 et 60, qui étaient complètement inoffensives au départ et qui, au fil des décennies, se sont transformées en organisations criminelles. Donc aujourd'hui, voilà, ce sont vraiment des organisations qui sont à peu près sur tous les continents, qui sont actives, comme vous l'avez dit, dans énormément de trafics différents et qui ont pour, on va dire, en commun vraiment l'extrême violence, l'omerta, voilà, plusieurs choses qui sont communes à d'autres organisations criminelles. Oui, ils se sont nourris de la pauvreté, de la corruption dans leur pays pour grossir petit à petit, devenir très, très influents. Comment est-ce qu'ils sont organisés? C'est hyper cadré, hein. Il y a toute une série de strates, il y a des boss à différents niveaux, il y a des sous-chefs, il y a même des désignations internes où les chaises des dirigeants changent, il y a des petites mains, des mutations. Tout ça est très structuré. Alors oui, c'est particulièrement hiérarchisé en fait l'organisation et même quelque part une gouvernance interne de ces cultes avec effectivement des dons, c'est-à-dire des chefs qui sont pour certains les grands chefs, sont tous au Nigeria, dans le sud du Nigeria, puisque c'est un phénomène du sud du Nigeria. Ces grands chefs font partie de l'élite politique, économique du sud du Nigeria. Et ils règnent sur différentes strates de lieutenants, de petits soldats. Donc ces petits soldats-là sont dans les quartiers populaires des grandes villes du sud du Nigeria. Ils font partie d'une jeunesse qui est relativement désillusionnée sur ce pays et qui ne voit pas forcément beaucoup d'avenir. Et pour eux, une partie de la solution, en tout cas du rêve, comme ça, c'est l'émigration, donc le départ, l'exil. Donc au sein des cultes, à la fois, ils partent avec aussi tous les codes des cultes, donc les codes spirituels, les croyances, les organisations, les règles, parfois très dures, de l'omerta, par exemple, toute trahison est condamnée à mort en interne, etc. C'est une ultra-violence. Oui, c'est une ultra-violence qui se fait dès l'initiation, en fait. L'initiation pour rentrer dans ces organisations, dans ces cultes, est particulièrement brutale. Parfois, certains même meurent durant l'initiation. Oui, parce qu'on vous passe à tabac. On vous passe à tabac, mais de manière véritablement très, très poussée, très violente, jusqu'à ce qu'à la fin, ils boivent un cocktail autour du feu. Les initiations se font de nuit. Le cocktail, c'est un mélange de sang. Alors parfois il y a du sang, parfois il n'y a pas de sang, mais parfois il y a des gouttes de sang pour donner une teinture rouge au cocktail. Et ensuite, chaque culte se différencie par une couleur. Chaque culte adore une couleur. Et donc, c'est la couleur du béret. Et le béret est un des signes de reconnaissance et de distinction des membres des affiliés au culte. Célia Lebure, il y a un aspect très important aussi dans ces groupes, c'est l'aspect mystique. C'est surprenant, ils ont des espèces de salles de prière avec des murs peints en rouge. En fait, tous les rites qu'ils appliquent au sein des cultes sont issus, ou en tout cas inspirés, vraiment des traditions ancestrales précoloniales, bien souvent. Et de mythologie viking aussi, hein, Alors, ça dépend effectivement desquels et des régions du Nigeria dans lesquelles ils sont nés. Les Vikings viennent, par exemple, du delta du Niger, vraiment la région pétrolière du Nigeria, et qui est située sur les rives de l'Atlantique. Donc, il y a vraiment cette mythologie qui vient vraiment des Vikings, des barbares Vikings européens, scandinaves, mais qu'ils ont, on va dire,
réinventer à leur sauce. Mais par exemple, la plupart des groupes dont on parle, sur lesquels on se penche en particulier, viennent de Benin City, dans le sud du Nigeria, une autre région, où là, c'est l'ancien royaume de Benin City qui fut vraiment un royaume assez étincelant à l'époque du Moyen-Âge africain dans la région. Et voilà, et là, on voit vraiment qu'ils s'inspirent des religions traditionnelles de cet espace géographique, qu'ils appliquent. Voilà, ils ont des grands prêtres qui correspondent au même titre qui étaient occupés par les représentants religieux de ces religions-là à l'époque. Enfin, Qui appelle du fin fond du Nigeria, celui qui se trouve à Marseille pour essayer de le protéger, l'essayer aussi de convaincre ses alliés. Enfin, c'est complètement mystique. Là-dessus, c'est très particulier. Alors, il y a beaucoup de mysticisme, mais il y a aussi la question de qui donne les ordres et comment. Et c'est en ça que, même s'il y a une organisation extrêmement, finalement, bien rodée, il y a aussi beaucoup plus c'est beaucoup plus complexe qu'une mafia traditionnelle, au sens où on l'entend en Italie, par exemple. Et on voit vraiment, si vous voulez, c'est difficile de comprendre et de démêler exactement qui donne les ordres, comment. Voilà, il y a beaucoup d'arbitres, de libre arbitre dans les actions qu'ont ces groupes-là. Il y a beaucoup de choses décentralisées. Donc c'est assez surprenant et imprévisible en général leur manière d'agir. Et alors, Joanne Tillowin, ce qui est surprenant, c'est que ces groupes, ils sévissent ici, en France, et dans certains quartiers de Marseille où ils font la loi. Ils ont des barres d'immeubles entières. On a l'impression que les autorités sont presque démunies face à ce phénomène. Alors oui, en fait, ces membres des cultes qu'on retrouve en fait en France, nous on a beaucoup travaillé à Marseille, ils sont à la fois bourreaux et victimes finalement, parce qu'ils sont aussi eux-mêmes ils ont emprunté la route migratoire parmi la plus dangereuse de la planète. Ils ont vécu des choses extrêmement traumatisantes tout au long de cette route, notamment en Libye et en traversant la Méditerranée. Et ils s'installent ensuite, ils se débrouillent comme ils peuvent en Europe, notamment en Italie, puis en France. Et quelque part, ils nous révèlent également aussi ils s'immiscent dans les failles, dans les quartiers dystopiques de notre Europe, en fait. C'est aussi un miroir, quelque part, de certains de nos territoires qui sont complètement défaillants. Et on le voit notamment dans les quartiers nord de Marseille, où oui, bien sûr qu'ils s'installent dans des quartiers difficiles, ils occupent des tours abandonnées qui squattent, mais ils reflètent aussi de manière assez crue une politique défaillante des autorités locales et nationales sur des quartiers à l'abandon, délaissés. Et voilà, ils s'engouffrent là-dedans, ils s'installent, ils s'implantent et ils essayent de se débrouiller. Ils vivent de quoi ? Ils vivent principalement de trafic, de travail informel. Il n'y a pas grand-chose dans ces quartiers où, pour se débrouiller légalement. Les travailleurs sociaux se démènent, ils font un travail absolument incroyable. Maintenant, ils ne peuvent pas se substituer à une politique étatique. Donc, ils sont un peu livrés à eux-mêmes, ces gens. Et quelque part, la seule issue, c'est malheureusement peut-être pour eux une forme de criminalité. Donc ils transposent cette criminalité cultiste qu'ils ont pour la plupart, ils ont été initiés au Nigeria, et cette appartenance, ce côté à société secrète, ces appartenances à une organisation criminelle, c'est aussi quelque part leur seule famille, c'est aussi ce qui donne un sens à leur existence, une existence extrêmement mobile, fluide, et ils se heurtent également sur place à des criminalités locales très bien implantées, très organisées, parfois très bien équipées d'un point de vue d'arsenal de guerre. Et Célia Lebure, ils vivent aussi beaucoup de trafic d'êtres humains. Oui, c'est quand même, pour les cultes, encore une fois, vraiment leur activité principale, en tout cas en Europe et notamment en Italie et en France, ce sont les réseaux de proxénétisme. Ouais. Sordide, absolument. La prostitution nigériane est connue depuis très longtemps en France. Pendant très longtemps, on ne voyait ça que par le prisme des madames, ces femmes proxénètes qui prostituent leurs jeunes sœurs, cousines, etc. En Europe. En fait, aujourd'hui, vraiment, il y a
on a observé, voilà, depuis quelques années seulement, le phénomène des cultistes qui sont en fait derrière souvent ces réseaux-là, qui soit servent aux madames, entre guillemets, d'hommes de main pour tenir leurs proies, leurs victimes, les prostituées, ou alors carrément qui intimident les madames et qui les tiennent eux-mêmes sous leur coupe aujourd'hui. Donc c'est vraiment, voilà, et ce qui est vraiment, ce qui nous a frappé donc au cours de notre enquête qui a duré quelques années, c'est que on a beaucoup travaillé sur la Libye aussi, et qu'on s'est rendu compte que les réseaux nigérians de traite d'êtres humains étaient extrêmement présents en Libye, et qu'en fait ils gèrent vraiment toute la route. C'est-à-dire que depuis le Nigeria, les femmes notamment, mais aussi les migrants, sont prises en charge dans les camps de Tripoli, de Sabratha, sur la côte méditerranéenne. Ils sont là, et ils sont en lien avec les proxénètes et les madames qui sont en Italie, puis à Marseille, puis ailleurs en France, etc. Donc vraiment, ils jalonnent tout le parcours. Et c'est assez impressionnant. Et je disais que votre enquête, donc, elle se déroule à la fois en France et au Nigeria, mais pas que, parce que vous allez justement en Italie, où transitent beaucoup d'êtres humains dans ce cadre de ce trafic, et on découvre Palerme, où Cosa Nostra est affaiblie et bien obligé finalement de composer avec ces groupes criminels. Quelle est leur importance sur place? Ils travaillent avec Cosa Nostra? Oui, alors ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça a beaucoup évolué en une dizaine d'années. Quand au début des années 2000 et fin des années 2000, les cultistes nigérians étaient vraiment très mal vus par les mafieux palermitains, notamment en Sicile, et ont commencé à œuvrer comme toute petite main, mais vraiment c'était de la vente au détail sur le marché de Ballarò à Palerme. Enfin, c'était vraiment... Ils étaient absolument pas considérés par les Palermitains et par toute la mafia locale. Et en fait, on s'est rendu compte, en y retournant récemment, que leur rôle a vraiment évolué et qu'ils ont vraiment obtenu davantage de considération au fil du temps. Ils ont su faire profil bas avec les Siciliens. Et finalement, ils ont petit à petit gagné des galons jusqu'à aujourd'hui traiter... c'est-à-dire qu'évidemment, ils restent en dessous de la mafia locale, ça reste une évidence, mais ils ont pris du galon dans les trafics. Parfois, c'est même eux qui fournissent, par exemple, la cocaïne, et non plus qui sont seulement des revendeurs au détail sur les marchés locaux. Et puis on a vu, puisque ça, c'est vraiment des déclarations de repentis mafieux siciliens, qu'aujourd'hui, ils sont protégés par les Siciliens, par exemple, en prison. Dans les prisons palermitaines, ils ont cet accord de protection. Voilà, alors, en Europe, on a du mal à lutter contre ces groupes. Au Nigeria, il n'y a même pas de lutte contre ça, et la frontière, elle est extrêmement poreuse avec la classe politique. Extrêmement poreuse, et notamment parce que, de toute façon, le Nigeria, la situation est tellement complexe dans ce pays de 200 millions d'habitants avec une corruption généralisée. Il faut aussi remettre les choses, on va dire, dans leur contexte. C'est-à-dire que la corruption pétrolière au Nigeria est largement supérieure à l'argent issu du trafic des cultes, par exemple. Donc, toute proportion gardée, finalement, les cultes, c'est aussi le cadet de leurs soucis. Alors, évidemment, il y a des gens puissants qui se servent des cultes pour prospérer, pour faire prospérer leurs affaires et leur carrière politique. Mais tout ça est très intriqué, et finalement, de toute façon, il y a très peu de volonté aujourd'hui de combattre ce type de criminalité. Vous avez été menacé pendant votre enquête? Oui, on a eu quelques menaces, mais ça n'a pas été préoccupant et inquiétant. Des mises en garde, des avertissements, oui. Mais certains membres de ces gangs qui, au contraire, étaient plutôt contents de parler, finalement. Enfin, vous avez plusieurs interlocuteurs de poids à l'intérieur. Certains ont envie, en fait, comme une sorte de multinationale, certains chefs de ces organisations ont envie de parler un peu comme des communicants d'une multinationale. D'autres n'ont pas du tout envie et sont plutôt menaçants et agressifs. Mais c'est le lot de la criminalité organisée assez classique. Et c'est notamment parce qu'ils ont énormément d'affaires judiciaires en cours aux États-Unis, en Europe, en Asie, un peu partout,
qu'ils tiennent à défendre leur image aujourd'hui. Eh bien, c'est passionnant. Ça s'appelle Mafia Africa. C'est aux éditions Flammarion. Donc, les nouveaux gangsters du Nigeria à la conquête du monde, signé Célia Lebure et Johan Tillwin. Merci à vous deux d'être venus ce matin.